James Langlois, journaliste pour Le Verbe. Le moment des repas et plus largement la culture de la table, là, je mets des guillemets, joue un rôle déterminant dans ce qu'on est individuellement et collectivement. Ce que je veux dire, c'est que le rapport que j'ai à la table ou au repas que j'ai vécu dans mon enfance, ça me détermine quand même. C'est assez déterminant dans ce que je suis aujourd'hui. Et collectivement aussi, on le voit dans les différentes cultures. Alors, tu as voulu t'arrêter, toi, aujourd'hui, sur un concept qui décrit bien ce qui se passe autour des repas. Oui, c'est le concept de convivialité. On en a parlé là, en tout début d'émission. Puis je trouve que c'est un mot qu'on n'utilise pas assez aujourd'hui. On parle beaucoup, on utilise parfois le mot convive là, qui vient de convivialité, mais convivialité, ça veut dire justement convivere, c'est vivre ensemble, c'est même manger ensemble. Donc, ça exprime bien, en fait, c'est quoi le but de l'acte de manger ensemble? C'est pas seulement, oui, de se nourrir, mais c'est d'être avec les autres, c'est d'entrer en relation avec les autres. Puis ça me fait penser aussi qu'il y a un autre mot, j'ai découvert là, dans mes recherches, un autre mot qui vient du latin médiéval qu'on n'utilise pas, mais qui est le commensal. Vous avez déjà entendu ça? Je sais, à part le resto là, qui existait à l'époque, là, mais le commensal, c'est un compagnon de table. Mensa, la table. Ouais. Mensa, comme ensemble. Puis même copain, hein, on n'y pense pas, mais copain, ça vient de cum panis, donc c'est avec le pain, c'est la personne à qui on partage le pain. Wow. C'est vraiment intéressant. Ah ouais, OK. Alors là, toi, tu plaides là, vraiment pour une utilisation renouvelée là, du mot convivialité. Il faut remettre ça au cœur de notre approche des repas. Oui, puis en même temps, faut faire attention dans le sens que je veux pas qu'on se mette à performer en disant OK, on va créer un peu de manière superficielle de la convivialité. Ouais. Mais vous allez voir, avant de rentrer un peu dans les détails pratiques avec vous de comment on peut créer de la convivialité, je voulais quand même faire un petit portrait historique de comment est née finalement cette idée de convivialité, comment les repas et même l'idée de la table est arrivée en Occident. Donc, quand on retourne à l'Antiquité, déjà, chez les Grecs, l'importance du banquet, on a qu'à penser au fameux banquet de Platon. Ouais. Les banquets, les Grecs prenaient un repas ensemble dans la journée, c'était le repas du soir, c'est le banquet, c'est le repas qui était communautaire, justement. Même les ustensiles à cette époque-là étaient en commun. Il n'y avait pas de, chacun son assiette, sa fourchette. Tous les ustensiles qui étaient utilisés, c'était mis en commun. Il y avait même deux temps importants, le temps de manger puis le temps du service du vin qui était comme, vous savez, chez les Grecs, c'était comme sacré. Puis pour les Grecs, toute l'idée de la beauté, donc tout était mis sur le service du vin. Et le vin qui était divin. Là. Et puis chez les Romains, notamment, on avait cette habitude de se mettre en U. Mais c'était en U, donc les aliments étaient disposés au centre, mais on était en U sur des espèces de grands coussins surélevés, puis on était couchés. Comme on mangeait presque à plat ventre, puis on allait chercher ce qui était... mais comme on sait, chez les Romains, ça finissait toujours en orgie, là, ou enfin... Pas toujours, mais... Souvent. Là, on arrive au Moyen-Âge. Déjà, avec l'influence chrétienne, l'art de la table, ça devient un élément important de la vie de cour. Et c'est là où on va se mettre à engager, les rois vont se mettre à engager des chefs pour créer des grands repas. On se met à accorder une attention particulière là, aux détails, à la préparation. C'est là qu'arrive la nappe. Nappe blanche, pourquoi? Parce que justement, il y a deux fonds, il y a un rôle symbolique et un rôle utilitaire, mais la nappe blanche qui va rappeler justement la pureté de l'Eucharistie, finalement, le saint sacrifice de la messe. Donc, il y avait cet élément-là. Mais l'aspect pratique, c'était qu'à l'époque, on n'utilisait pas de serviette. Donc, d'abord, la nappe recouvrait, je dirais, la table jusqu'au tréteau parce qu'on n'avait pas de mobilier propre qui était immobile. Donc, mobilier, ça vient un peu de là. Puis, on créait des tables un peu à la va comme je te pousse selon les dispositions, les besoins. Est-ce qu'on mange plus là parce qu'il fait plus froid, plus chaud, etc. Donc, on mettait des tréteaux, puis on mettait une planche. Puis, c'est là où la nappe venait couvrir tout ça. Et aussi, comme on n'utilisait pas de serviette, comme je disais, on venait s'essuyer les mains. Ah, comme mes enfants. Au bas de la nappe. On venait s'essuyer les mains. Donc, l'arrivée de la nappe, on avait souvent des tables rondes. On pense au chevalier de la table ronde. C'est que ça marquait l'égalité. Deuxième moitié du Moyen-Âge, un peu plus tard, là, le système féodal arrive. Là, c'est l'arrivée des tables plus rectangulaires où là, l'important, c'est de marquer la hiérarchie entre les autres. Souvent, les personnes les plus importantes étaient
proche des plats, alors que celles qui étaient au bout n'avaient pas vraiment accès, puis souvent, il n'y avait plus rien pour eux. Mais ça, donc, c'était un autre temps d'époque. Renaissance, plus l'époque des Lumières. Donc là, c'est Louis XIV, c'est le grand faste de la France, montrer qu'on est dans une superpuissance mondiale. Donc là, c'est tout l'art de la table qui se déploie, les grands repas dans les moindres détails. Puis les Français, justement, avaient un art très développé dans ça. Encore aujourd'hui, on le voit. Ouais. Et là, c'est aussi le développement des repas politiques, des alliances politiques, les repas d'affaires qu'on dirait aujourd'hui. Et là, la nappe perd évidemment de sa dimension religieuse parce que l'Église perd un peu de son aura à cette époque-là, à l'époque des Lumières. Donc là, c'est l'apparition des serviettes qui étaient d'origine italienne. Et puis, on se rend finalement à l'époque victorienne, l'industrialisation, pré-industrialisation. Souvent, on pense que toutes les familles, aujourd'hui, c'est très commun. On se dit l'idéal de la famille qui mange ensemble comme un lieu de stabilité, puis de la famille nucléaire. Mais à cette époque-là, déjà, c'était pas encore très commun, dans le sens que c'était les bourgeois, les aristocrates qui avaient un lieu, évidemment, parce qu'il y a des plus grandes maisons, il pouvait avoir un mobilier. La table qui est arrivée juste un peu avant l'époque de Louis XIV. Donc là, il y avait l'argent pour s'acheter une table et on mangeait, les adultes mangeaient ensemble. Souvent, même les enfants mangeaient plus avec les domestiques là, dans la pièce d'à côté, dans la cuisine. OK. Et donc, les familles pauvres avaient pas souvent vivaient dans des petits appartements, des petites maisons, donc il n'y avait pas de pièces où il n'y avait même pas d'argent pour s'acheter des meubles, donc des tables. Alors, dans les familles d'ouvriers, il y avait pas ce... Ben, est-ce que ça veut dire qu'on ne mangeait pas ensemble? Pas nécessairement, mais je veux dire, il n'y avait pas, évidemment, tout ce mobilier, ce temps où on est assis, puis etc. Peut-être, je ne sais pas comment exactement ça se déroulait, mais peut-être qu'on partageait une croûte de pain ici et là, comme ça, là-bas, comme je te pousse. Puis Dieu sait qu'à cette époque-là, tout le monde travaillait tout le temps, les prolétaires, etc. Là, ouais. Donc, c'était pas... Je ne pense pas qu'il y avait vraiment de moment très fort pour manger ensemble. Cela dit, là, on arrive à l'après-guerre, surtout en Occident, où là, l'idéal de la famille qui mange ensemble se développe beaucoup. Hein? Vous savez, toute cette idée répandue aussi dans le marketing des années 60, de la petite famille parfaite qui mange ensemble autour de la table. Mais ça, c'est très répandu aussi. L'arrivée des bungalows qui permet aussi une salle à manger, d'avoir des tables, les meubles plus accessibles pour tout le monde. Mais je pense qu'au Canada français, on vivait quand même une autre situation dans le sens que... Dans la ruralité aussi. Oui, il y avait quand même déjà des grandes maisons, ouais. etc. Mais cela dit, donc c'est vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui qui nous vient plus du 20e siècle, là, du début du 20e siècle. Mais on dit souvent aujourd'hui, bon, où on en est avec la culture de la table, où en sont les familles. On dit, on mange de moins en moins ensemble. Là, je me suis informé. Dans le fond, je suis allé voir, je dis, on répète souvent ça un peu comme une idée toute faite, là, mais est-ce que c'est vrai, ça, que les... les belles tablées d'antan, ouais, puis ça se perd, là, la culture de la table, on est presque nostalgique. Exact. Puis c'est drôle parce que dans mes recherches, je voyais que même au début du siècle, en 1920, on disait déjà ça. On disait, l'arrivée de l'automobile, les gens mangeront plus ensemble, nanana. Oh. Mais l'invention des services à l'auto aussi. Oui, c'est sûr que ça a dû bouleverser. Mais il n'y a pas beaucoup de statistiques. Une dernière étude qui a été faite, c'était en 2011 au Québec avec Extenso, qui a échantillonné à peu près 6000 familles, 6000 personnes. Okay. Et 45% des enfants en 2011 disaient manger le repas du soir devant la télévision. 34% des familles font le même aveu. Donc, en fait, là, ce que ça dit, c'est que 21% des familles qui mangent devant la télé, puis dans la cuisine, tandis qu'il y a 13% qui mangent devant la télévision dans une autre pièce. Là. Donc, c'est quand même... on voit quand même qu'il y a une tendance. Déjà, plus en 2011, donc il n'y avait pas de tablette, pas le télétravail, pas tout, tu sais. Donc, imaginez aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, probablement, ça s'est juste renforcé. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà en 2011, on dit que 82% des familles québécoises souhaitaient cet idéal de se retrouver pour manger ensemble, mais qui avaient du mal à y arriver. Donc, probablement à cause du temps de préparation, ou je ne sais trop, hein, on ne sait pas trop. On sait pas trop, mais on s'en doute. On regarde nos vies, puis on se dit, on est capable d'identifier assez facilement qu'est-ce qui nous empêche de manger ensemble. Il y a la nécessité de trouver un temps commun aussi, hein, le rapport au temps. Qu'on soit une famille de 2, 3, 4, 5 ou 12,
faut que ça soit convenu, faut que ça soit une convention qu'à telle heure ou à peu près, tout le monde doit être dans la maison et c'est à ce moment-là qu'on s'assoit tous en même temps. Ça a l'air banal, ça a l'air bête, là, mais c'est pas évident, ça va pas de soi. Là. Non, mais parlons-en justement, parce que arrivons au vif du sujet, c'est comment créer la convivialité, c'est-à-dire ce moment où on peut se retrouver ensemble autour d'un repas. Comment on peut créer ça dans une famille avec des autres, etc. Puis justement, tu viens de soulever l'élément du temps. Donc, prendre le temps, ça veut dire que... Ça, on sait, les Français, en Europe, il y a certaines cultures sont passées maîtres dans l'art de prendre le temps, parfois même de manière un peu exagérée. Nous, on dirait ici en Amérique du Nord. Là. Mais tu sais, les Français peuvent prendre des fois 2 heures sur l'heure du dîner pour être ensemble. Ben, eux, c'est le petit déjeuner, là. Le déjeuner, pardon. Puis, mais c'est ça, donc prendre le temps. Puis comme tu dis, il y a un élément, un autre élément, c'est, je pense qu'il faut se donner une certaine discipline. Puis là, ici, il ne s'agit pas de vouloir moraliser en disant, mais là, si tu ne fais pas ça, ça ne marche pas chez vous, etc. Tu sais, c'est toujours de viser, c'est quoi l'objectif finalement d'une discipline ou d'une étiquette de vie? C'est de servir finalement cette convivialité-là, aider à la relation. Puis, il y a une tendance, parfois, si on est trop excessif dans l'application de ces règles-là, bien, ça étouffe, au contraire, la convivialité. On devient un peu trop rigide et ça devient même froid. Puis, à l'inverse, bien, c'est ça, si on est trop laxiste dans cette discipline-là, bien, ça vient un peu n'importe quoi. Donc, ce que j'entends, James, c'est que ça prend une espèce de minimum de décorum là, ou de normes communes, mais qu'un excès de normes vient tuer la convivialité. Donc, ce juste milieu-là, il n'est pas évident à atteindre. Là, avec les données que tu nous partageais, on voit qu'il y a une très grande majorité des familles qui souhaiteraient avoir plus de temps ensemble, de repas ensemble, et qui n'y parviennent pas, faute d'outils ou de volonté peut-être aussi. Des fois, je ne veux pas juger personne. Non. Moi, chez nous aussi, c'est difficile de se contraindre, de se coordonner. C'est ça, ça demande un peu de... Tu sais, comme Pascal disait tantôt, il faut se faire violence, au fond, tu sais, à dire, ben on met nos téléphones de côté. Quand le souper est prêt, ben tout le monde vient à la table. C'est pas quand chacun, ça fait son affaire. Puis, bon, il y a toujours des exceptions, là, mais tu sais... Puis, manger la même chose aussi, ça c'est pas évident. Manger la même chose, ça aide évidemment. C'est ça, c'est pas... bon, ben on comprend, des fois, il y a des gens qui ont des problèmes alimentaires ou je sais pas trop, là, mais tu sais, c'est ça. On vise le plus possible de partager un repas commun qui a été préparé, etc. Puis ça demande de la patience puis de la persévérance à instaurer ça. Puis on en parlait au début de l'émission. Tu sais, nous, on a des jeunes enfants. Puis, tu sais, les repas, là, c'est à 99% du temps pas très agréable là, parce que c'est assis-toi comme il faut, tu viens t'asseoir, là, l'autre s'obstine, ne veut pas manger, là, l'autre, ça fait pas son affaire, puis là, c'est de gérer ça, puis mange comme il faut, tiens ta fourchette comme il faut, non, tu sais, c'est de l'éducation, tiens-toi c'est comme un droit. pari que ça va devenir plus payant à long terme, que ces normes-là qui sont disons, imposées, sont au service du bien commun de la famille pour qu'éventuellement, quand les enfants grandissent, ça devienne un peu plus civilisé. C'est ça le pari que vous faites, Pascal? Oui, c'est ça. Pour que on arrive là, il faut instaurer jeune quand même cet ordre-là, puis ces codes. Là, dans le fond, on lance pas notre riz sur notre frère. Puis je pense exemple concret. Exemple concret. Mais sur notre sœur, ça, c'est permis. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi, pour les plus jeunes enfants, tous les signes qu'on peut donner à la table vont quand même être très parlants pour eux. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire que si on mange à la table, comme quand on fait du bricolage, comme quand on joue, ben il n'y a pas vraiment pour eux de différence. Parce que la table est ce lieu pour faire plein de choses quand même. Donc, quand c'est l'heure des repas, ben on met la nappe ou des napperons. Si on peut aussi peut-être faire participer les enfants à placer les couverts, puis il y a les ustensiles vont à telle place. Donc, leur montrer un peu l'ordre. D'utiliser aussi de la vaisselle qui ne ressemble pas à des jouets. Parce que, tu sais, moi, je pensais quand j'étais nouvellement mère que c'était plus logique d'utiliser de la vaisselle en plastique avec des jeunes enfants. Tu sais, je me dis, ça va tomber, ça cassera pas, mais... C'est vrai que les ustensiles, ça casse régulièrement. des verres, pardon, les verres, les couverts. Les assiettes, ça. Puis ma soeur m'avait dit, c'est vraiment
j'ai vraiment fait l'expérience qu'on pense que ça va être facilitant, mais au contraire, parce qu'ils n'apprennent pas à prendre soin, les enfants, puis ils trouvent ça C'est drôle. contre-intuitif, mais tu dois ramasser des pots cassés souvent. Ça peut arriver, mais ça peut arriver, mais ils sont impressionnés de l'entendre casser le bol, puis souvent, ils vont faire plus attention après. Donc, je pense qu'il y a quand même cette éducation-là qu'on peut faire aussi à travers ce choix de vaisselle. Là. Ça peut avoir l'air banal, mais c'est un signe. Puis c'est ça, je disais aussi de disposer, comme quand on lunch, des fois sur le dîner, on va plus vite, puis si on met tout ce qu'on peut manger sur la table dans des plats de plastique, c'est moins évitant. On chauffe le reste qui est dans un plat de plastique, on le met dans ça le micro-ondes, puis on le dépose sur la table comme ça. Je le fais des fois, là, mais c'est pas pareil. Si on prend le temps de mettre la salade dans un beau bol, de faire une assiette de crudité un peu invitante, les enfants vont comme voir que c'est soigné. Beau. C'est soigné. Dans le fond, l'idée, ce qu'il y a derrière, je pense, c'est de dire c'est un moment qu'on veut digne. On veut montrer que le repas, il y a de la dignité, puis c'est aussi la dignité des personnes qui sont invitées autour de cette table-là. Donc, plus on soigne ces signes-là, plus ça aide aussi aux gens à sentir que c'est un moment important, presque sacré, on pourrait dire. Puis, ça aide à rentrer dans cette attitude-là. Cela dit, il n'est pas question non plus de dire il faut rentrer dans le luxe absolu puis payer une fortune pour que ça soit une mise en scène épouvantable. Là, parce qu'au contraire, je trouve que parfois, un excès dans ces signes-là, ça peut, au contraire de susciter la convivialité, ça peut nous rendre presque froid et mal à l'aise tellement que c'est trop. Là. Ouais. Mais c'est ça, toute l'idée est là. Puis, ça me fait penser, James, on peut trouver dans des friperies ou des comme Village des valeurs, je sais pas, ces magasins-là, de la belle vaisselle pour presque rien. Là. Et ça va faire moins mal au cœur quand les enfants vont la casser. C'est ça, des ustensiles, tout ça, on peut trouver ça vraiment de façon que ce soit abordable. Mais les verres en verre tiennent mieux aussi. Hein? J'ai l'impression que quand je verse du jus ou du lait dans des verres en plastique, ça finit toujours par renverser. C'est moins stable. Ils sont plus larges des fois c'est aussi. Hein? C'est ça. Donc, les verres, là, moi, je trouve que c'est vraiment mieux en verre. C'est tellement bête comme détail, là, mais ça peut faire la différence entre un repas catastrophique ou chaotique. Puis dans le fond, c'est que les signes extérieurs aussi nous montrent nos dispositions intérieures. Puis je pense que souvent, quand il y a des familles où on ne prend pas le temps de manger ensemble, aussi, ça montre qu'il n'y a peut-être pas une communion déjà intérieure entre les personnes. On ne veut pas trop se parler. Il y a peut-être des difficultés, des tabous. Puis la convivialité aussi, c'est pas juste dans l'aspect festif ou l'aspect agréable, parce que des fois, une convivialité, ça peut être dans un repas qui est partagé, mais avec une autre personne, mais où il y a une vraie discussion sérieuse, où on va en profondeur. Il y a des tensions. Puis souvent, on ressort de ces moments-là avec une joie. Une joie, en fait, de ce qui s'est déroulé, même si c'était sérieux, on pourrait dire presque tragique parfois. Là. Mais c'est ça. Donc, la convivialité, ça évoque une dimension de fête aussi. Puis, je pense qu'il y a des éléments comme ça qui sont importants pour susciter la fête. Écoute, je vais vous conter une histoire. Je vais donner le moins de détails possible. Là, mais j'ai déjà été invité chez des gens. J'avais emmené une bouteille d'alcool. Ils l'ont mise au frigo. Mais il n'y a pas eu d'autre alcool servi, cela dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument boire tout le temps. Là, mais l'alcool, c'est quand même un élément de fête important dans les repas. Puis là, le repas était tellement ascétique, il n'y avait rien de sucré, c'était hyper drabe. Pas de gras, pas de sel, pas de sucre. C'est ça. Fait que pas de goût. Non, fait que, ça fait... On dirait que tu rentres moins dans la fête. Quand tu as des invités, tout ça, pour susciter la convivialité, normalement, il doit y avoir un élément festif. Tu dois sentir que c'est spécial, que c'est là où tu sors justement les éléments de gras, de sucre, de sel, d'alcool. Mais quand tu sens que c'est pas... Bon, c'est ça. Fait que ça, pour moi, c'est quand même des éléments importants pour la convivialité. Bon, merci James pour ces valeureux conseils. Je rappelle, tu es journaliste pour Le Verbe Média et c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci.